Bonjour et bienvenue dans Raconte ton histoire, un podcast pour passer une semaine reliée et créative. Raconte ton histoire, ce sont des histoires pour les adultes qui veulent renouer avec leur enfant intérieur, avec la légèreté profonde de la vie. En lien avec le langage universel que sont les mythes, les contes et les histoires. Celles que l'on se raconte au coin du feu, celles que l'on se murmure à l'oreille, celles que l'on se transmet de mère en fille, celles que l'on fredonne et toutes les autres. Ces récits qui nous offrent des clés de compréhension et deviennent des sources d'inspiration. Ces mots qui nous touchent et nous mettent en mouvement. Je m'appelle Marie-Liesse, je suis psy créative. J'accompagne les femmes et les hommes qui vivent un changement de cap et qui se sentent déboussolés à créer une nouvelle sécurité intérieure. Je les aide ainsi à se libérer de leur carcan afin qu'ils puissent reprendre le pouvoir de leur vie. Dans ce nouvel épisode de Raconte ton histoire, je suis heureuse et honorée d'accueillir Farah, qui est astromage et qui, soit dit en passant, m'a soufflé certaines choses dont je viens de parler, notamment le terme de psy créative, entre autres. Donc, merci beaucoup, Farah, d'avoir répondu à mon invitation. Je te laisse la parole. Merci Marie-Liesse pour ton invitation à plonger dans une histoire, dans un mythe. L'astrologie, on est gorgé de mythes, et notamment un qui m'a particulièrement touchée alors que j'étais en train d'approfondir mes connaissances par rapport à ce qu'on appelle la lune noire, qui est connue et en même temps méconnue. On en parle beaucoup, mais je ne suis pas sûre qu'on saisisse l'essence en fait de ce qu'est la lune noire. Et donc, j'avais envie ici, vu que ça s'y prête parfaitement, de parler du mythe de la grande déesse, qui est vraiment en corrélation avec cet élément astrologique qui est la lune noire. Ce qu'on appelle la grande déesse ici, c'est Athéna. Donc, pourquoi la grande déesse? C'est parce qu'à la fois, elle nous parle d'un amour, mais d'un amour sage, qui nous permet de faire des choix éclairés. Et en même temps, il y a un aspect guerrier dans Athéna, mais un côté guerrier qui est plus en relation avec le fait de savoir trancher. Donc, ça nous rapproche ici de ce qu'on appelle donc la lune noire. En fait, il y a deux lunes noires. Je vais essayer de ne pas vous perdre. Il y a deux lunes noires, à savoir la licorne, qui, elle, a une vérité, mais qui en même temps représente, dans une carte du ciel, représente notre don divin. Et la seconde lune noire, qu'on appelle Lilith, qui, elle, va venir nous parler davantage de ce qui nous effraie. Et bien souvent, on a peur de ce qui est le plus divin en nous. Donc, quand on parle ici du mythe de la grande déesse, on va aborder dans un premier temps Lilith. Donc, on connaît Lilith au niveau du côté plus biblique des choses, la première femme d'Adam notamment, qui a prononcé par orgueil, entre guillemets, le nom de Dieu, qui ne devait pas être prononcé, et qui s'est retrouvé dans les enfers, ce qu'on va appeler plus communément le monde obscur, et qu'on connaît assez bien avec l'inconscient profond. Donc, Lilith touche au féminin en tant que tel. Un féminin qui fait peur, mais qui fascine à la fois. Un féminin, j'ai envie de dire, qui fait particulièrement peur à l'aspect masculin. Finalement, c'est l'homme qui a voulu maintenir ce féminin-là. Et qu'est-ce qui s'est passé, on va dire, dans notre société en tant que telle? C'est que ce féminin, qu'on pourrait dire sauvage ici, eh bien, en tant que femme et même en tant qu'homme, parce que finalement, on porte tous ces énergies-là, féminin, masculin, on a tendance à ne pas le voir. Donc, on est dans une société, en tout cas une société qui s'est bâtie dans un premier temps avec des Èves, la seconde femme d'Adam, donc Ève, qui avait finalement comme fonction, j'ai envie de dire, de donner la vie, de donner des enfants, mais qui, en même temps, ne nous permettait pas d'aller voir ce côté plus profond du féminin en nous. La particularité finalement de Lilith, c'est qu'elle a voulu être égale de l'homme, alors que le féminin n'est pas égal à l'homme. Le féminin a une richesse primordiale, j'ai envie de dire,
Quand je parle de féminin, c'est cette notion, cet état d'accueil, un état de réceptivité qui va nous permettre ensuite de rayonner ce fameux masculin, qui en astrologie, ça va être le soleil astrologique, pour ceux qui s'intéressent plus à ça. Donc ça, c'est une partie du mythe de la grande déesse, où j'ai envie de dire plutôt un angle de vue de ce mythe, à travers l'imagerie biblique. Mais moi, le mythe qui m'a particulièrement touchée, en lien à tout ça, c'est celui de Méduse. On connaît très peu Méduse. Enfin, on la connaît, mais je veux dire, on ne connaît pas trop la profondeur, le symbole en fait qui se cache derrière ça. Donc, pour la petite histoire, à la base, Méduse est une mortelle qui est très très belle, comme beaucoup, au niveau de la mythologie grecque, toujours des histoires comme ça. Hein. Et il y a Poséidon, donc Neptune, astrologiquement parlant, qui s'éprend d'elle. Il va la suivre. Elle a été se réfugier en fait dans un temple d'Athéna, donc voilà le lien avec Athéna en arrière-fond quand même. Et là, il va venir la violer. Et dans tout temple, il ne peut y avoir de sexualité. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est que Méduse se fait punir par Athéna, qui la transforme en Gorgone. Donc la différence ici, hein, donc en tant que Méduse, c'était une belle femme, et en tant que Gorgone, elle va se retrouver avec un regard pétrifiant, avec des cheveux de serpent, avec des dents acérées. Et cette représentation finalement de la Gorgone nous rappelle quoi? Nous rappelle ce qu'il y a d'inacceptable à l'intérieur de nous. Ça va nous rappeler finalement ce qu'on ne veut pas voir de nous-mêmes. Ce qui est assez intéressant quand on sait que pour combattre la Gorgone, il faut prendre un miroir. Donc il y a vraiment ce symbolisme, regarde-toi toi-même. Et Lilith, ici, d'un point de vue astrologique, hein, est cette Méduse. Lilith, c'est ce qui nous fait le plus peur. Pour rappel, ce que je disais juste avant, au niveau biblique, c'est donc une part de nous qui nous fait particulièrement peur. Et j'ai même envie d'aller plus loin et de dire que c'est une forme de puissance qui nous fait peur. Mais pour la suite, la suite ou plutôt la continuité de cette histoire, qu'est-ce qui a généré Gorgone, on va dire ça comme ça? Qu'est-ce qui a généré qu'on perçoit finalement ce qu'il y a de plus sombre en nous? C'est Poséidon, c'est donc Neptune. Neptune nous parle d'une expérience mystique en termes de symbole. Donc c'est comme si, quand on veut aller finalement trop vite vers ce qu'il y a de plus sacré en nous, on peut se confronter à nos ombres. Des ombres qui vont avoir besoin non pas d'être tuées, mais d'être intégrées. Parce que la suite ici de l'histoire, c'est que Persée donc combat Gorgone et apporte sa tête à Athéna, et Athéna l'intègre dans son bouclier. Et ce qui est intéressant de noter, c'est qu'étymologiquement parlant, Gorgone veut dire effrayant, mais Méduse veut dire protégé. Et c'est là qu'on voit, pour rappel, hein, c'est le mythe de la grande déesse, Athéna, c'est cet amour-sagesse. Et on voit qu'elle intègre la partie inconsciente, la partie qui fait peur. Et c'est à partir de là qu'on est complet, en tant que féminin, en tant que tel, et qu'on peut perpétrer quoi? L'harmonie, finalement, qui va être recherchée. Le fait de dire j'ai peur du conflit ou je recherche la paix, ça revient finalement au même, c'est-à-dire cette conjonction, cette fusion entre deux parts de nous, ce qui nous fait le plus peur et ce qui est divin. Donc cette histoire m'a particulièrement touchée hein, en tant que telle, parce que quand on parle de lune noire en astrologie, on parle de la vérité. Il y a 12 lunes noires comme il y a 12 signes hein, du zodiaque, et chacune d'entre elles, quand il n'y a pas eu cette intégration dont on vient de parler, chacune d'entre elles, orgueilleusement, va se dire « j'ai la vérité ». Et plus on s'en va ici, là, présentement, dans nos vies, hein, plus on se rend bien compte qu'il n'y a pas qu'une vérité. Et donc, ce qui est essentiel ici pour moi à voir, c'est que finalement, ce qui peut être le plus effrayant n'est que le reflet, je rappelle le miroir encore une fois, le reflet de ce qu'on a de plus précieux. Mais à quel point nous bâtissons-nous sur nos peurs ou sur l'amour? Donc, à travers ce mythe, pour moi, encore une fois, c'est de rendre un peu quand même sa noblesse à Méduse, parce que je trouve que quand même la pauvre, elle a été un peu punie. Enfin, tu sais, si on n'analyse pas autant, on dit bien, elle a été punie, alors c'est pas tant sa faute.
Mais dans l'absolu, c'est que finalement, chacun, on a aussi à sortir de ce côté peut-être où on peut se sentir coupable. On ne veut pas voir certaines choses en nous, on peut se sentir coupable par rapport à des choses qu'on a fait, ou on pense être une chose qui n'a pas le droit d'être. Finalement, la culpabilité nous ramène toujours à cette notion d'agir. Donc on retrouve ici Athéna, ok, l'action, oui, mais l'action juste, pas de façon délibérée, pas n'importe comment. Et au niveau de ma propre vie en tant que telle, ça m'a aidé à mettre en forme, parce que finalement, les mythes, c'est aussi ça, à mon sens, c'est de pouvoir mettre en forme, à travers une imagerie, des choses qui se passent à l'intérieur de nous. Donc d'un coup, ça devient plus vivant, ça devient plus concret. Voilà pour cette histoire-là. Merci beaucoup, Farah, pour ton partage. C'est très intéressant au niveau de la forme et du fond, la façon dont tu amènes les choses. Moi, j'aimerais que tu reviennes, si c'est aussi bon pour toi, sur la notion de culpabilité. Euh, je sais que chez les personnes que j'accompagne, c'est très, très souvent, en fait, ça peut m'appartenir aussi, hein, mais j'ai entendu récemment la culpabilité est mon moteur. Alors, ça m'a beaucoup touchée dans le sens où je me suis dit, et la personne était consciente du fait que c'était pas un bon moteur, en tout cas, c'est comme ça qu'elle l'a qualifié, c'est pas un bon moteur. Et pour autant, elle a conscientisé le fait que ça faisait partie vraiment prenante de sa vie. Et je ne sais pas si tu as envie de développer sur ça. Donc en fait, par rapport à l'exemple que tu me donnes, Oui, cette personne a conscience que la culpabilité n'est pas entre guillemets un bon moteur, oui, mais elle continue. parce qu'elle ne sait pas quoi en faire pour l'instant. D'accord. Mm. Ici, la notion, hein, si on le rapproche au mythe en tant que tel, Oui, c'est de voir que il y a comme une mémoire hein, dans la lune noire en tant que telle, et donc qui va en lien avec cette culpabilité, il y a comme une mémoire d'avoir fauté, en fait. Mais à partir de là, je faute aux yeux de qui ou de quoi? Auprès de quelle justice? La justice des hommes ou la justice divine? Mais dans l'absolu, vu ce qu'on a dit, c'est le mythe de la grande déesse, on est ce divin en nous. Donc, est-ce que je ne pourrais pas, si je sens que je me culpabilise par rapport à la justice divine, reprendre possession de mon pouvoir? Finalement, c'est une histoire de ça aussi, ce mythe-là. Comment reprendre possession de son pouvoir, arrêter d'en avoir peur? Ça, finalement, c'est une posture, quand on va être dans la culpabilité et qu'on en a conscience, hein, on s'entend, ça va être une posture de se dire, j'ai été condamné, comme si j'étais impuissant. Donc là, au niveau de l'histoire, on nous dit, intègre cet aspect-là de toi, mais ne reste pas coincé là-dedans. Donc reprends ton pouvoir. Tu es le divin, tu peux, ça ne veut pas dire nier hein, ce qui s'est passé ou quoi que ce soit, mais ça veut dire finalement sortir de cette honte. Parce que pour moi, ça se rapproche quand même d'une forme de honte, c'est je suis coupable, j'ai été puni, attention, j'ai fait quelque chose de pas bien, de sortir finalement de cette façon de voir qu'il y a des choses qui sont bien, des choses qui sont mal, pour connaître une forme de libération. Pour moi, la vérité est jamais très loin de la liberté, mais la vraie liberté, finalement la liberté de l'âme ici. Donc, pour les personnes, peut-être ici, qui auraient un sentiment de culpabilité en tant que tel, c'est de se dire, mais ok, ok, pourquoi? Pour qui tu te punis autant? De quoi tu as peur, surtout? Parce que la lune noire nous rappelle, voilà, il y a quelque chose qui te fait peur. Être dans le côté de se culpabiliser, c'est finalement ne pas cesser de se tourner la lame contre soi-même. Parce alors on a finalement le seul crime qu'on est en train de faire, c'est de se tuer nous. Mais est-ce réellement un crime aussi? J'amène à la réflexion. Mais c'est juste pour dire qu'il faut sortir de ce dilemme intérieur du bien et du mal, tout le temps. Parce que quelque part, pour moi, il y a vraiment dans la culpabilité cette notion de euh, j'ai pas le droit d'exister, etc. Et donc tu t'étouffes en fait progressivement. Mais de quoi tu as peur? Est-ce que la première gorgée d'air que tu prendrais comme un nourrisson qui naîtrait, est-ce que cette gorgée, ce serait la mort réellement? N'est-ce pas plutôt la vie, si on prend cette image? Donc pour moi, c'est une peur de vivre. Finalement, voilà, on arrive où? carrément. Voilà, De fil en aiguille. c'est ça. On ne sait pas où on va, mais Oui, on y arrive. voilà. Ouais, non, mais c'est hyper fort en fait. Et du coup, ça fait aussi le lien avec cette question
de la puissance et du pouvoir. Mm. Dans ma présentation, je dis que j'accompagne les personnes à reprendre le pouvoir de leur vie. Et c'est un peu ça que j'entends en filigrane, en partie dans ce que tu dis aussi. Et je voulais savoir si tu fais une distinction entre la puissance et le pouvoir, ou est-ce que pour toi c'est la même chose? Comment est-ce que tu Bah, distingues ces termes? c'est pas tant que c'est deux mots qui sont soit différents, mais qui sont très proches dans les sens. C'est simplement que le pouvoir a été galvaudé. C'est mauvais, c'est négatif de dire que j'ai du pouvoir. Et pourtant, de dire je peux, ça vient bien du verbe pouvoir. Donc, à un moment, c'est toujours voir qu'est-ce qu'on met derrière les mots. Avant, j'avais peur moi-même du terme pouvoir. Ah, j'utilisais surtout pas ça, tu te rends pas compte? Je vais avoir du pouvoir, surtout pas. Alors, la puissance, c'est inséré. La puissance, pour moi, vient avec la notion d'essence. Pour être puissant, c'est être complètement conscient que, entre guillemets, si je reprends encore une fois l'histoire, le mythe, que je suis limite Athéna. Tu es dans la puissance, tu as tout qui est là, tu n'as peur de rien. Donc la puissance vient dans l'essence, elle vient dans l'être. Mais le pouvoir, il vient dans le faire. Donc pour moi, on a autant besoin des deux. Et c'est se leurrer, mais c'est correct aussi, moi aussi je me suis leurrée, enfin voilà, chacun, j'ai tout le temps chacun son rythme. C'est se leurrer de se dire, ah non, le pouvoir, c'est pas bien, etc. Pourquoi? Regarde-toi. Après, tu peux te dire ça, mais vois que c'est une croyance et vois à quel point tu as donc du pouvoir dans ta vie. Si c'est quelque chose que tu renies, tu n'en auras certainement pas. Donc voilà, pour moi, c'est les deux ont leur raison d'être en tant que tel. Sinon, ils ne seraient pas là tous les deux. Et Oui. j'entends, il y a vraiment une histoire, le pouvoir était maléfique pendant longtemps. Donc, mais à l'heure actuelle, on est quand même dans une ère où on peut se permettre de dire, bah si, j'ai des capacités, j'ai des pouvoirs. Si, le pouvoir ne serait-ce que de créer ma vie. Le pouvoir magique. Oui, totalement. C'est plutôt amusant d'avoir des pouvoirs magiques, je suis désolée. Avec sagesse. On est avec Athéna. Tu disais avec sagesse. Ok. Est-ce que pour continuer, tu aurais quelque chose à proposer aux personnes qui vont écouter ce podcast comme justement un outil ou une pratique ou ce que tu veux, comme un petit repère, une petite étoile à mettre en place dans leur quotidien par rapport à tout ce qu'on vient de partager? Ben, par rapport à ce qu'on vient de partager, moi je suis beaucoup dans l'observation en règle générale, donc c'est toujours très simple en termes d'outils. Mais c'est justement, c'est grâce à la simplicité qu'on peut être présent. Si je dois penser à 36 000 choses à préparer, ben, je risque d'être beaucoup dans ma tête, à me dire, ah, est-ce que j'ai pensé à tout? Est-ce que là, j'ai bien plié telle chose comme il faut? Donc c'est pour ça que je dis que c'est souvent assez simple pour aider à la présence. Et en même temps, la présence, c'est ce qui est le plus difficile parce que ben, il faut être là. On a une tendance à penser à plein de choses et tout ça. Donc, en tant que tel, par rapport à ce mythe-là de la grande déesse, pour regarder où chacun en est par rapport à lui-même, là, tu en parlais de pouvoir et de puissance, c'est finalement de noter, euh, je vais poser une série de questions et je vais inviter le monde à y répondre sur un cahier, tranquillement, pas forcément là, enfin, chacun fait ce qu'il veut. Mais voilà, donc, par rapport à la notion de pouvoir, est-ce qu'à l'heure actuelle, donc ça c'est les questions, est-ce qu'à l'heure actuelle, je peux dire que je fais ce que j'aime le plus régulièrement possible. Régulièrement est égal jour après jour. Pas une fois toutes les 3 semaines, je précise. Donc voilà, est-ce que je peux dire que je fais quelque chose que j'aime vraiment régulièrement? Ça, c'est une question pour le pouvoir. Une autre question pour la notion de pouvoir, de noter qu'est-ce que j'ai envie de vivre et d'être sincère et d'aller au-delà de ah oui, mais je sais que ça, c'est pas possible actuellement. Moi, je m'en moque de l'actuellement à l'heure actuelle. C'est-à-dire vraiment noter dans une forme d'absolu, on est là-dedans, qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Parfois, ça peut être très dur. Les questions paraissent toujours très simples. On me dit, ah, mais c'est simple. Ouais, mais vas-y, réponds. Réponds plus qu'une ligne. Donc, répondez plus qu'une ligne. Si vous aimez. Ça, c'est vraiment une notion de pouvoir pour voir donc où on en est par rapport à ça. Et surtout, là, la dernière question, c'est de se dire, OK, j'ai noté tout ça, et de se dire, OK, ça, je l'ai, c'est déjà là. On peut mettre des choses qu'on veut vivre qui sont déjà là. Et ça, non. Mais donc, OK, ça, non, en termes de pouvoir, quelle action? L'action est un pouvoir. Je dois mettre... En fait, je sors une énergie de moi. Donc, on est dans de l'action, on est donc dans un pouvoir.
Ensuite, pour la puissance en tant que telle, là, on est plus en lien à l'essence et à l'être. Donc, ce serait davantage, on parlait par exemple, la puissance, je la mettrais vraiment en relation avec cette notion d'état d'accueil et de réceptivité. Donc là, les questions que j'aurais plus, c'est est-ce que je sais m'abandonner au moment? À savoir, quand je suis en train de faire un câlin, que ce soit un ami ou que ce soit un conjoint, est-ce que je suis vraiment dans le toucher? Est-ce que je suis vraiment dans mes sens? Ou est-ce que je suis là dans ma tête à me dire, bon, c'est bien gentil tout ça, mais moi j'ai la vaisselle à faire juste après. Ou bien, ah là là, j'espère que ça va durer longtemps, parce que bon, je sais qu'il est pressé. Voyez, en gros, est-ce que tu es dans ta tête ou est-ce que tu es dans tes sensations? Donc ça, c'est une première chose qui est intéressant à voir. Ensuite, par rapport à cette notion de puissance, état d'accueil, de réceptivité, c'est vraiment de voir à quel point est-ce que je vois ce que je vais nommer des synchronicités dans ma vie. C'est-à-dire à la fois des choses que j'ai pensées comme ça, c'est-à-dire que je n'avais pas d'attente, hein. J'ai eu une pensée, et puis quelques jours après, ça peut être par rapport à un ami, je pense à un ami, quelques jours après, il me contacte, ou j'ai besoin d'un renseignement, j'ai essayé de trouver, je n'ai pas trouvé, et ça vient tout seul. La puissance, il y a vraiment une notion d'attraction. Il y a vraiment une notion, pas tu fais rien, parce qu'en fait, ça veut dire qu'il n'y a pas grand-chose qui se passe dans ta tête. Plus tu as des choses dans ta tête, plus ça brouille, hein, ça fait parasite. Donc ça veut dire qu'en fait, tu arrives à une sorte d'état d'être. On pourrait parler de la méditation, mais bon, tout le monde connaît ce truc. Mais il faut arriver finalement à un état d'être qui permet à ce qu'il y ait moins de choses possibles. Parce que moins il y a de choses, plus finalement les choses qui vont passer, bah, elles vont être entendues. Donc la vie, parce que pour moi on est en interrelation, la vie va pouvoir répondre. Donc de noter ça par rapport à la puissance. Puis là on est déjà bien pour pouvoir et puissance, je pense. On est très bien. Et puis pour partager juste une anecdote par rapport à ce que tu viens de proposer comme question. Les 2 dernières semaines, j'avais l'esprit plutôt clair. C'est agréable parce que du coup, on voit justement la différence quand c'est brouillé et quand c'est clair. Mm. Et je me disais, bah, j'aimerais bien, quand j'ai un mot à chercher, avoir un dictionnaire papier au lieu de toujours retourner sur Google, en fait. Mhm. Donc, je me disais ça dans ma tête, mais voilà. Et puis, en fait, la semaine dernière, en allant chez la kiné, juste devant chez elle, en fait, bah, il y avait un dictionnaire en parfait état sur le trottoir. Alors, je me suis dit, bon, bah, merci, quoi. Voilà, tu vois, très bon Voilà, exemple de puissance. voilà, Et là, bon, tu as juste été là, et puis, voilà, c'est ça, t'as rien fait. le bonheur. Voilà. T'as juste, par contre, bah, comme tu as dit, il y avait une clarté dans l'esprit. La clarté arrive avec, parce qu'on travaille avec le pouvoir, finalement. Plus on est précis, moins on Mm. a de choses dans la tête. Merci beaucoup, Farah. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose avant qu'on termine ce podcast? À part te remercier, j'ai beaucoup aimé ce moment. Je pense que c'est déjà bien, c'est assez dense, voilà, que chacun prenne vraiment conscience de la part de soi-même dont il a peur et de l'oser davantage. Pour moi, la vie, c'est une prise de risque, en fait, hein, on le voit bien. Si on se sent peut-être sans énergie de vie, c'est un petit peu des fois, bon, bah, je fais mon quotidien et puis voilà. C'est peut-être de se dire, ben oui, mais il n'y a plus de risque. Tout est entre guillemets sous contrôle. Donc d'arriver à sortir de ce contrôle, c'est prendre des risques, quoi, entre guillemets, pour avoir plus de joie. Oui, toujours le curseur de la joie qui est super important. Mm. Et effectivement, c'est, comme on dit, court mais intense. C'est-à-dire que là, il y a plein, plein, plein de choses, plein d'informations et plein de ressources qui ont été proposées. Donc, n'hésitez pas à écouter, à réécouter le podcast si ça vous intéresse à aller approfondir le mythe et à répondre aux questions un peu en mode ouais, méditation, contemplation de pas qu'une phrase comme disait Farah et voir en fait ce que ça provoque chez vous, en quoi ça résonne ou pas à un moment et y revenir éventuellement et puis voir à l'intérieur et à l'extérieur dans vos vies ce que ça met en mouvement. Merci encore. Et puis, moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Raconte ton histoire. D'ici là, prenez soin de vous. Prenez soin de vous.